Il est 7h45, Sud Radio vous explique. Les députés européens ont voté en faveur de l'inclusion de manière transitoire du nucléaire et du gaz fossile dans la taxonomie, le label vert européen. Et pour en parler ce matin, Jacques Percebois est avec nous. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à l'Université de Montpellier, directeur du Centre de recherche en économie et des droits en l'énergie et spécialiste justement en économie de gaz naturel et de l'énergie nucléaire. Alors tout d'abord, Jacques Percebois, la taxonomie européenne, c'est quoi ? Alors, la taxonomie qu'on appelle verte, c'est une liste d'activités qui sont considérées comme favorisant la transition énergétique vers une économie bas carbone. L'important, c'est d'être sur la liste parce qu'on peut bénéficier d'un certain nombre d'aides financières de la Commission, et puis ça envoie un bon signal au marché. L'inconvénient, si on n'y est pas, c'est que ça envoie le signal contraire. Non seulement on n'a pas d'aide, mais on est un peu montré comme le petit canard noir, et donc ça, c'est pas très bon. Alors, en 2021, la Commission européenne avait, dans un premier temps, fait une première liste, et donc les renouvelables y figuraient, puisqu'elles sont décarbonées, ce qui est logique. En revanche, le nucléaire et le gaz n'y figuraient pas. Alors, c'était surprenant pour le nucléaire, parce que le nucléaire est une énergie décarbonée. Mais les Allemands s'étaient fortement opposés à ce que le nucléaire y soit, au motif qu'il y a des déchets nucléaires qui sont difficiles à gérer. En revanche, ils voulaient que le gaz, qui est une énergie carbonée, que le gaz y soit, alors que le gaz est carboné. Alors l'argument des Allemands, c'était le gaz est moins carboné que le charbon, et donc comme les centrales à gaz vont remplacer les centrales à charbon, il faut mettre le gaz de façon transitoire. Bon, finalement, en 2022, le 2 février 2022, il y a eu un compromis et la Commission a proposé, dans ce qu'on appelle un acte délégué, le 2 février 2022, que les deux y figurent de façon transitoire. C'est de façon transitoire, donc c'est, je dirais, avec quelques réticences. Alors, le coup de théâtre, ça a été qu'en mai 2022, les Allemands ont fait savoir qu'ils changeaient d'avis et qu'ils ne voulaient pas que le nucléaire y soit. Alors, pour que l'acte délégué de 2022 soit accepté, il fallait deux conditions, deux votes. Un vote des États membres, il fallait qu'il y ait au moins 20 États membres sur 27 qui disent oui. Ça, c'était à peu près acquis, ça a été le cas. Et par contre, il fallait aussi un vote du Parlement européen. Et ça, ce n'était pas évident parce qu'on savait qu'il y avait certaines oppositions au Parlement européen. Heureusement, hier, le Parlement, je dirais, a rejeté une motion qui voulait exclure le nucléaire. Cette motion a été rejetée par 328 voix contre 278. Donc, il y a une certaine marge. C'est un bon signal. Donc, c'est très important que le nucléaire et le gaz aient été retenus. Alors, bien sûr, il y a des contraintes. C'est de façon un peu transitoire, mais je dirais l'important, c'est d'être dans la taxonomie. Et bien justement, Jacques Percebois, cette transition, est-ce qu'elle a une durée limitée ? Alors oui, pour les centrales nucléaires, si on veut prolonger la durée de vie des centrales actuelles, il faut que ça se fasse, il faut que la décision soit prise avant 2040. Ce qui peut paraître loin, mais en même temps, quand on sait que les centrales nucléaires durent 50 voire 60 ans, c'est une contrainte assez forte. Alors surtout, il faut que les nouveaux projets nucléaires soient validés avant 2045. Vu les délais de construction, je dirais, ça met quand même des contraintes assez fortes. Donc, tout n'est pas gagné, mais c'est quand même un bon signal à envoyer. Et donc, la décision française de relancer le nucléaire, je dirais, sera facilitée par la décision du Parlement européen. Justement, est-ce que l'avenir du nucléaire français était menacé jusqu'au vote d'hier ? Peut-on faire, on va être un peu chauvin, cocorico ? Écoutez, je crois qu'il ne faut pas faire trop de cocorico. Il était menacé en ce sens que la France aurait pu maintenir l'option nucléaire. Simplement, ça aurait été un peu plus difficile de trouver des financements. Et je dirais sur le plan un peu psychologique, le fait que le nucléaire n'y soit pas, d'abord, ça aurait été absurde puisque le nucléaire, par définition, est décarboné. Donc, dire que le nucléaire décarboné n'est pas dans la taxonomie alors que le gaz carboné y est, c'était un petit peu stupide. Mais ça facilite les choses. Mais justement, mettre le gaz comme énergie non carbonée alors qu'on est en pleine guerre en Ukraine avec un embargo sur le gaz russe, est-ce que ça pose pas quand même aussi un peu question ? Bah, évidemment, on peut, mais en même temps, si vous voulez, on ne peut pas se passer de gaz dans la transition énergétique. Remplacer les centrales à charbon par des centrales à gaz, ça va plutôt dans le bon sens. C'est des arguments des Allemands. Ceci étant, on voit aujourd'hui que les difficultés d'approvisionnement en gaz conduisent à ce qu'on fasse l'inverse. C'est-à-dire qu'en Allemagne, comme même en France, eh bien, on va réouvrir des centrales au charbon. Alors, en France, on va réouvrir une centrale. En fait, on n'est pas certain d'en avoir besoin, mais il faut prendre un décret disant que si on en a besoin, on peut la remettre en marche.
Mais justement, parlons des énergies décarbonées. On parle des éoliennes, mais est-ce qu'on peut dire qu'une éolienne, c'est une énergie si décarbonée que ça? Il faut faire des centaines de tonnes de béton qui pompent beaucoup d'énergie pour les mettre dans le sol. Ça fait des dizaines de mètres de hauteur d'acier. De mémoire, la température de fusion de l'acier, c'est aux alentours de 1200 degrés. Donc vous voyez la quantité d'énergie qu'il faut pour les produire. Ensuite, on a les pales qui ne sont pas recyclables. Et si on continue, on a le transport, où c'est comme en Australie des road trains. J'en ai croisé sur une autoroute en Allemagne il y a quelques années, c'est impressionnant. Est-ce que finalement l'éolien, c'est si décarboné que ça, si on prend la production et l'installation? Alors, il faut distinguer en effet ce qu'on appelle les émissions une fois que l'installation est faite, les émissions de carbone. Alors, l'éolien ne produit pas de carbone puisque c'est le vent qui fait marcher. En revanche, si on regarde le contenu, je dirais, des investissements, il y a du carbone dans les investissements, en effet, des éoliennes, surtout les éoliennes et surtout les éoliennes en mer. Par exemple, une étude récente tout à fait objective a montré que le contenu carbone d'une éolienne est supérieur au contenu carbone d'une centrale nucléaire. Il y a aussi un peu de carbone dans le béton des centrales nucléaires. Mais il y a beaucoup plus de CO2, beaucoup plus de dioxyde de carbone dans les éoliennes que dans le nucléaire. L'important, c'est qu'il y en a moins qu'avec le charbon. Si vous voulez, l'énergie électrique qui produit le plus de carbone, c'est bien sûr le charbon. Il y a 2 centrales nucléaires françaises qui sont construites à l'étranger en ce moment. C'est la Finlande et Hinkley Point au Royaume-Uni. Est-ce que ça peut permettre de relancer la filière nucléaire française? Oui, alors ces 2 centrales. Oui, alors on espère relancer la filière, notamment il y a de grands projets en Inde. La France est en train de négocier depuis pas mal de temps avec l'Inde. On espère que, je dirais, la décision de relancer le nucléaire en France va se traduire aussi par la volonté d'aller vers le nucléaire dans d'autres pays. D'ailleurs, c'est le cas aujourd'hui, on le voit. Et puis, il y a de nouveaux projets, notamment ce qu'on appelle les SMR, les petits réacteurs nucléaires. SMR, ça veut dire Small Modular Reactor. Donc, ce sont des réacteurs de petite dimension qui ont un avenir à l'international. Le magazine Marianne parlait hier d'une victoire de la France sur l'Allemagne. Est-ce que c'est le cas? Écoutez, d'une certaine façon, oui, d'autant que les Allemands, qui pendant longtemps ont dit qu'ils avaient la meilleure politique énergétique en Europe, sont aujourd'hui dans une situation difficile, puisque ils sont obligés de se passer du gaz. Ils ont tout misé sur le gaz et les renouvelables. Ils ne veulent pas prolonger leur centrale nucléaire. Il y a encore 3 réacteurs qui vont s'arrêter à la fin de l'année. Je ne pense pas qu'ils les poursuivent, qu'ils continuent à les faire fonctionner. Donc les Allemands ne sont pas dans une très très bonne situation. Ceci étant, la France n'est pas non plus dans une situation excellente, parce que nous, on a une électricité qui est très largement décarbonée. On fait peu appel au gaz, mais actuellement, on a quand même un inconvénient, c'est que le parc nucléaire français n'est pas tout à fait au rendez-vous pour différentes raisons. Ça, c'est certain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Jacques Percebois, professeur émérite à l'Université de Montpellier, directeur du Centre de recherche en économie et en droit de l'énergie. Merci de nous avoir éclairés ce matin.